Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de votre journal sur Calédonia. Philippe Gomès sur le point de rejoindre les discussions bilatérales qui se tiendront jusqu'au 14 avril à Paris. Nous revenons avec lui sur les propositions que Calédonia Ensemble compte porter à Matignon. Il est notre invité du journal. Bonsoir, Monsieur Gomès, vous allez bien ? Bonsoir, très bien, merci beaucoup. L'installation de stockage des déchets non dangereux de la zone Vauconet-Point-Bout est en passe d'être livrée. Cette structure permet une gestion plus propre et moderne des déchets. Qu'en pense la population ? Nous en parlons dans cette édition avec Arnaud Banfi, directeur du Civom VKP. Enfin, direction Kwawa, où la langue améa a été passée à la loupe par l'Académie des langues kanak et quelques locuteurs. Un travail de réflexion pour permettre de mieux la valoriser et surtout de la préserver. Le améa est parlé par moins de 500 personnes aujourd'hui. Ne manquez pas notre reportage à la fin de cette édition. Ouvrons ce journal avec notre invité Philippe Gomès, membre fondateur de Calédonie Ensemble. Un grand accord pour l'avenir du pays, c'est ce que souhaite Calédonie Ensemble à la veille des discussions qui doivent se tenir à Paris. Le parti a présenté ce matin les points qu'il y rapportait. Pour revenir sur cette actualité, nous accueillons Philippe Gomès avant son départ pour la France. Bonsoir, Monsieur Gomès. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous avez indiqué que vous ne vouliez pas de consensus en mode dégradé. Ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce qu'on va dans le mur ? Non, pas du tout, il ne faut pas être pessimiste. Vous savez, dans notre pays, le palabre est toujours un exercice compliqué. Il peut parfois durer longtemps. Non, un consensus en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on sorte de l'accord de Nouméa par un petit trou de souris. Il faut qu'on sorte de l'accord de Nouméa en ayant levé l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de notre pays. Il faut qu'on sorte de l'accord de Nouméa en permettant aux jeunes générations de se projeter dans l'avenir, en leur permettant de se voir exercer un emploi, une activité en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on sorte de l'accord de Nouméa en permettant aux entreprises d'investir, d'avoir une vision à long terme. En clair, il faut qu'on sorte de l'accord de Nouméa en pouvant respirer, alors que depuis plusieurs années maintenant, on suspend notre respiration en fonction des résultats des élections, des référendums, etc. Donc c'est ça qu'on veut. Quand on parle d'un grand accord et d'un consensus définitif, on veut que les Calédoniens véritablement puissent enfin, collectivement, quelle que soit leur sensibilité d'ailleurs, se projeter dans un avenir serein, un avenir de paix et un avenir de progrès. Hier, l'Union calédonienne a publié un communiqué pour soutenir les représentants du FLNKS à Paris. On peut y lire, je cite, « L'UC les exhorte à défendre haut et fort l'accession à la pleine souveraineté et ce dès 2025 ». Monsieur Gomès, dégager un accord semble compliqué dans ces conditions ? Écoutez, il faut qu'à un moment, les indépendantistes sortent des postures. C'est indispensable. On ne peut plus continuer à dire des choses comme celles qui ont été dites hier par l'Union calédonienne. L'accession à la pleine souveraineté, ça a été l'enjeu de 3 référendums. Ces 3 référendums ont donné un résultat qui est ce qu'il est, c'est non à l'indépendance. Donc à partir de ce moment-là, on doit intégrer cette donnée nouvelle dans l'histoire de notre pays. Et l'intégrer dans l'histoire de notre pays, c'est pas taper du poing sur la table en disant Kanaki 2025. L'intégrer dans l'histoire de notre pays, c'est être capable de discuter avec ceux qui ne pensent pas comme vous, en l'espèce les non-indépendantistes, pour voir comment on bâtit ensemble une nouvelle séquence politique de l'histoire de notre pays. C'est ça le sens des discussions qui doivent s'ouvrir. Si chacun reste dans des postures de part et d'autre, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et le dialogue de sourds, à la sortie dans notre pays, il est toujours créateur de difficultés et de désordre. Donc voilà, sortons de ce dialogue de sourds qui dure depuis maintenant 18 mois et essayons de construire quelque chose ensemble. Je souhaite, j'espère, je ne doute pas que la délégation FLNKS qui sera à Paris pour cette séquence de discussion sera plus constructive que ne l'est le communiqué signé par Daniel Goa. D'ailleurs, les dernières déclarations du FLNKS que j'ai entendues étaient d'une autre tonalité que celle de Daniel Goa. Voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer les luttes de pouvoir internes dans cette affaire de sortie de l'accord de Nouméa au sein même de la mouvance indépendantiste. Monsieur Gomès, justement, je m'adresse aux Calédoniens et non pas aux politiciens. Pensez-vous qu'un jour, dans ce pays, la revendication indépendantiste puisse s'éteindre ? Alors, c'est une bonne question. Ce que je constate, moi, c'est que la revendication indépendantiste est restée extrêmement forte, même après 35 années de progrès économique, social et identitaire.
Ce que je constate, c'est que l'écart au dernier référendum, 53-47, 9 900 voix d'écart entre le oui et le non sur 181 000 électeurs, est un écart extrêmement faible. Et ce que je constate à la sortie, c'est qu'au-delà des arguments rationnels qui militent pour une Nouvelle-Calédonie au sein de la République, au total, une large part des Calédoniens d'origine kanak, et y compris maintenant d'autres Calédoniens d'origine non kanak, souhaitent que le pays devienne indépendant. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est aussi pour une part transformée en un ailleurs. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je dis il faut que dans l'accord à venir, nous puissions conjuguer le oui et le non, que nous puissions conjuguer les Calédoniens dans leurs différences, que nous puissions conjuguer la souveraineté à laquelle aspire 47% de la population et la République à laquelle aspire 53% de la population. En clair, il faut que nous donnions les marges de manœuvre les uns vers les autres, les uns avec les autres, pour faire en sorte que chaque Calédonien, demain, puisse se reconnaître dans un accord qui aura été trouvé entre les uns et les autres, avec bien sûr l'État comme partenaire. Donc oui, on doit continuer à construire ensemble dans le respect des convictions de chacun. Je rappelle que Calédonie Ensemble a défendu à l'occasion des 3 référendums un oui respectueux du non et un non respectueux du oui. On est tous Calédoniens, on aime tous notre pays. L'histoire a voulu que le peuple autochtone rencontre des peuples d'ailleurs au cours des 170 dernières années et qu'on construise un nouveau peuple qui est en devenir, qui est le peuple calédonien. Donc réaffirmons à l'occasion de cet accord l'unité du peuple calédonien, réaffirmons aussi notre volonté d'une Calédonie une et indivisible et essayons de construire sur la base de ce qu'on a fait ces 35 dernières années, c'est-à-dire une émancipation qui se poursuive au sein de la République, un partage du pouvoir entre les différentes sensibilités, comme c'est le cas depuis Matignon et Nouméa, et enfin l'exercice de ce que le président de la République avait appelé la souveraineté dans la souveraineté, c'est-à-dire les référendums qui sont prévus, mais selon des modalités qui pourraient être nouvelles, qui pourraient être revisitées. Oui, Philippe Gomez, Gilles Brial était notre invité lundi. Je vous propose de l'écouter, nous réagissons juste après. Nous, les loyalistes, on a proposé une présence de 3 ans en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir participer à ces élections. Vous voulez ouvrir le corps électoral justement pour les provinciales, mais qu'en est-il du référendum de projet qui serait prévu pour sortir de l'accord de Nouméa? Alors ça, c'est une bonne question qui n'a jamais été abordée. Nous souhaitons que ce soit le plus large possible, que ceux qui peuvent devenir citoyens calédoniens, donc ceux qui seront dans ce nouveau corps électoral provincial, puissent donner leur avis sur le futur statut. Quelle est votre vision du corps électoral? Vous ne partagez pas forcément la même vision que les autres partis non indépendantistes? Non, nous, on l'a dit, on était opposés à un corps électoral open bar où tous ceux qui sont là depuis 6 mois peuvent voter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est des citoyens français, mais des citoyens français du Pacifique, des citoyens français qui ont une histoire qui a été parfois rugueuse, des citoyens français qui ont dû à un moment voir leur pays constitutionnalisé. On est la seule collectivité ultramarine à avoir été constitutionnalisée, eu égard à tous ces aspects particuliers. Donc c'est pour cette raison qu'on considère qu'on doit effectivement ouvrir le corps électoral, c'est-à-dire ouvrir la citoyenneté calédonienne, c'est-à-dire permettre à ce que nous appelons les Calédoniens d'adoption. Calédoniens d'adoption, c'est des Calédoniens qui ont fait souche ici, qui ont pris un conjoint qui est un conjoint citoyen calédonien, qui ont eu des enfants ici, qui se sont installés durablement. Ça veut dire qu'ils ont acquis leur résidence principale, qui, le cas échéant, ont investi dans une entreprise, qui, le cas échéant, se sont investis dans la vie démocratique du pays, dans les associations, dans les élections municipales, etc. En clair, des citoyens français qui, au bout d'un certain temps dans notre pays, sont devenus des citoyens calédoniens d'adoption et qui doivent effectivement participer à la vie démocratique du pays. Donc c'est cette discussion qu'on devra mener avec les indépendantistes et avec l'État, c'est-à-dire dans quelle mesure, dans quelle limite on ouvre la citoyenneté calédonienne et on permet à ces Calédoniens d'adoption de devenir des acteurs de la vie démocratique du pays. Et oui, dans cette hypothèse-là, il serait légitime, il serait normal qu'ils participent aussi au référendum de projet qui sera organisé dans le cadre du grand accord, du consensus définitif qu'on appelle de nos voeux. Philippe Gomez de Calédonie Ensemble, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de votre invitation. Sur le départ, et on vous souhaite un bon voyage. Merci. Régulariser les marchés de matériaux de construction en Océanie.
C'est l'un des objectifs du 44e congrès de la normalisation de la zone Pacifique qui se déroulera à Nouméa du 29 mai au 2 juin 2023. Il accueillera de manière inédite 18 pays. Quelle est l'utilité d'harmoniser les normes de ce secteur et en quoi est-ce un enjeu important? Les précisions de Jamil Abdelaziz, directeur adjoint de la DPAM, la direction des achats du patrimoine et des moyens du gouvernement. Il répond aux questions de Maëlys Vézia. Si je produis en Nouvelle-Calédonie un matériau, un procédé, est-ce que je suis capable d'en faire profiter des clients qui soient à l'extérieur de la Calédonie? Ce n'est pas forcément évident parce que l'autre pays peut avoir un système de normes, d'exigences ou de modes de preuve différents. La façon dont la Nouvelle-Zélande, par exemple, et l'Australie qualifient la résistance mécanique de leur bois est différente de celle que l'on utilise en Nouvelle-Calédonie. On peut retrouver des différences sur des modes de calcul structurels d'habitation, de maison, les modalités de résistance au vent cyclonique. Mettre en place une harmonisation normative, c'est ouvrir le champ des possibles. Qu'un étudiant, qu'un professionnel, qu'un produit, qu'un service puisse se déplacer d'un pays à l'autre dans le Pacifique. Et qu'ensemble, ces échanges économiques, pédagogiques, permettent d'avoir un développement harmonisé et une montée petit à petit du niveau de développement de nos pays. On n'est pas tous sur le même point de départ, on n'a pas tous les mêmes enjeux, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est qu'on veut que nos populations vivent mieux dans le futur. Environnement à présent, l'installation de stockage des déchets non dangereux de la zone VKP est en passe d'être livrée. Il faudra encore attendre octobre pour la mise en service. Ce projet, initié en 2017, permettra de stocker la plupart des déchets ménagers provenant des communes de Vauconet, Pointe-Bout et Poya. Un pas en avant pour limiter l'impact environnemental. À quoi ressemble cette installation d'envergure et concrètement, comment ça se passe? Voyez ce reportage d'Océane Zobler. Cette installation de stockage des déchets qui s'étend sur 52 hectares est située sur la plaine des Gaillacs entre Népouy et Pointe-Bout. Ceux qui ont l'habitude de faire la route n'ont pas pu passer à côté des travaux qui ont duré plusieurs mois. Une première pour le Civom VKP qui sera en charge de l'exploitation du site. Un chantier d'1,2 milliard de francs qui a été possible grâce au contrat de développement entre la province Nord et l'État, mais aussi avec la participation de la Nouvelle-Calédonie. Les camions arrivent devant la zone de gardiennage, ils rentrent à l'intérieur du site, ils passent le portique de radioactivité pour vérifier qu'il n'y a pas de radioactivité, de déchets radioactifs dans le camion. Ces déchets-là, du coup, on remplit le premier casier. C'est compacté avec un engin qui s'appelle un compacteur à pied de mouton qui vibre et qui a des grosses roues avec des dents. Les eaux polluées vont être dirigées vers un bassin tampon, puis vers un traitement d'Elixivia par phytoépuration, donc avec un filtre planté, avant d'être rejeté dans le réseau pluvial et d'être rejeté dans le milieu naturel. Tout ça est contrôlé, on a des analyses qui sont périodiques, qui sont imposées par la réglementation pour vérifier que les eaux qu'on rejette sont conformes avec ce que peut accepter le milieu naturel. Du coup, le portique radioactivité, il est prévu pour mi-mai. Il est prévu pour arriver mi-mai, oui. Mi-mai, installé et formation en même temps des équipes. Ça vient des équipes de métropole. Oui. Il reste l'étanchéité des bassins à faire avant le revêtement des voiries, mais le plus gros des travaux est fait. Le premier casier que l'on peut voir ici est prévu pour durer 8 ans et peut contenir 148 000 m3 de déchets ménagers. D'abord, on a un feutre, comme on voit là-bas, blanc. Ensuite, on a la géomembrane, qui est vraiment un film plastique épais qu'on pourra regarder juste derrière. Ensuite, ils remettent un deuxième feutre blanc et ensuite, ils terminent par ça, qui lui est pas étanche, mais permet de protéger en fait cette étanchéité. La mise en place de cette installation engendrera la disparition des dépotoirs actuels sur la zone. À la place, un centre de tri sera construit à Bako et un autre à Vaud vers Vavouto. Des centres qui devraient être opérationnels en milieu d'année prochaine. À partir de ce moment-là, les administrés devront se rendre dans ces centres pour y déposer les déchets qui ne rentrent pas dans leurs poubelles ou pour ceux qui sont hors du circuit de collecte. C'est toujours un petit peu le même principe. On va avoir d'une part les filières qui sont réglementaires, tout ce qui est piles, batteries, huiles, pneus, électroménagers. Et on va avoir d'un autre côté les déchets qui vont avoir une valeur économique, comme par exemple les métaux ferreux et non ferreux. Tous ces déchets-là auront déjà une place dès l'ouverture de ces centres de tri et partiront vers des filières de traitement appropriées ou de valorisation. Au pays, on compte actuellement 7 installations de stockage des déchets, à Calagomène pour le Grand Nord, à Touo et à Canala pour la côte Est. On en compte une aussi à Païta, puis dans les îles avec Marie, Lifou et Ouvéa. Pour rappel, en Nouvelle-Calédonie, chaque habitant produit 391 kg de déchets par an.
Et pour prolonger, écoutons le responsable de l'exploitation qui vient tout juste de nous accorder une interview. Arnaud Banfi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du Sivom VKP, vous avez en charge la gestion des déchets de la zone. Et nous sommes là pour en parler. Nous l'avons vu, l'installation de stockage des déchets de la plaine de Gaillac à Point-Bout ouvrira en octobre. C'est donc la fin des dépotoirs actuels de Coné, Point-Bout et Vaux. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'environnement ? Alors, ce que ça va changer, c'est que c'est une installation qui est aux normes sanitaires et environnementales, ce que ne sont pas les dépotoirs historiques des 3 communes. Est-ce que, du coup, avec des contraintes administratives, des contraintes réglementaires qui nous obligent à stocker ces déchets de manière à ce que l'impact sur l'environnement soit le plus limité possible, voire inexistant. On parle d'impact, ces installations vont avoir inévitablement un impact également sur les redevances des ordures ménagères. À quoi doivent s'attendre les administrés sur leurs factures ? On passe du simple au double ou comment ça va se passer ? Ça pourrait se passer pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas si à terme on passera du simple au double. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un impact sur la facturation de ce service-là, dans la mesure où le Sivom est un service public industriel et commercial, et du coup on a une obligation réglementaire de tendre vers un équilibre financier, c'est-à-dire que les recettes générées par le paiement des factures doit financer le service derrière. Donc toute amélioration du service, toute nouvelle infrastructure a forcément un coût de gestion, et ce coût de gestion devra se répercuter progressivement sur les abonnés. Alors il va y avoir une augmentation, dire du simple au double, pas dans l'immédiat, mais une augmentation c'est certain à prévoir dès cette année. Arnaud Banfi, nous avons pris le pouls des usagers, des abonnés au dépotoir de Point-Bout ce matin. Écoutez-le et réagissons juste après. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui au dépotoir ? Aujourd'hui, je suis venu jeter mes déchets ménagers, comme le camion est passé ce matin, du coup je l'ai loupé. Du coup on vient puis on jette dans les bennes ici. Et qu'il y a un centre de tri, vous trouvez que c'est bien ? Oui, c'est mieux. Comme ça, les gens ils vont s'habituer à trier leurs déchets. Ils peuvent jeter tout dans le même pochon, quoi. Voilà. Ben, ça sera mieux, il y aura moins de pollution et puis ça sera plus loin parce que c'est vrai qu'il y en a des rivières pas loin, il y a, comme on connaît tout ça, il y a la mer qui est pas loin. Du coup, ça contamine un peu ce qui n'est pas les piliers et tout ça, quoi. Je pense que ça sera mieux là-bas. En faisant le tour, il y a encore quelques personnes qui font des petits dépotoirs sauvages et c'est dommage, quoi, parce qu'il faut... en plus, sur Point-Bout, il y a des accès partout, donc il suffit de revoir l'organisation et puis on devrait, quoi. Avec des bennes comme ici, là on a des bennes qui sont à l'intérieur, on pourrait les mettre à l'extérieur pour collecter dans un endroit assez éloigné et puis récupérer les bennes après, quoi. Comme pour nous par exemple, on est en abonnement annuel, il suffirait de mettre les bennes un peu plus haut à quelques kilomètres pour tous ceux qui sont dans ce secteur, parce que pour l'instant on est pratiquement tous ici à venir directement au dépotoir. Alors on vient de le voir, on a le sentiment que les administrés semblent prêts à adhérer au projet. Qu'en pensez-vous ? Je pense que les dépotoirs sont d'un autre temps. Il était temps que le Sivom, qui regroupe le plus gros bassin de population de la province Nord, franchisse ce pas-là. On est un petit peu les derniers de la classe en matière de gestion des déchets. Le reste de la province Nord a déjà des installations aux normes. Donc il est évident qu'on aille vers ce changement-là, et je pense que la population l'attend depuis longtemps. Prochainement, les dépotoirs vont fermer et être remplacés par 3 nouveaux centres de tri à Bako, à Vavouto et à Poya. D'ailleurs, en toute transparence, la population peut consulter les dossiers en mairie. Quand ouvriront ces centres et qu'est-ce qui va changer pour les usagers ? Alors concrètement, les dépotoirs qu'on a actuellement vont être remplacés par 2 outils distincts. L'installation de stockage des déchets, on en a parlé, qui servira pour enfouir les déchets qui ne seront pas traités ou valorisés par ailleurs. Et cet outil de centre de tri et de transfert qui est un outil de proximité et qui remplacera grosso modo les bennes qu'on a aujourd'hui à l'entrée et les différentes filières qui existent à l'entrée des dépotoirs. Bien sûr, c'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un site qui sera salubre, qui sera revêtu, clôturé avec un gardien et qui ne servira que au tri et au transfert des déchets. Il n'y a aucun stockage des déchets qui sera fait dans ces endroits-là. C'est vraiment un site de transit qui est central, qui est un outil de proximité pour la population, pour les artisans, qui permet d'aller jeter ces déchets, quels qu'ils soient, et ensuite de les diriger vers les filières existantes.
Arnaud Banfi, pour simplifier, une dernière question. Les habitants n'auront pas plusieurs poubelles à domicile. Le centre de tri n'est pas tri sélectif. Alors, il faut faire attention à ce qu'on entend par tri sélectif. Si on entend par tri sélectif le fait d'avoir une poubelle pour le verre, une poubelle pour le plastique, une poubelle, etc., comme ça peut se voir ailleurs, c'est pas le cas aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un centre qui permet de trier les filières qui sont existantes. C'est-à-dire que si on peut faire quelque chose de ce déchet autre que l'enfouir à l'ISD, et le valoriser ou le traiter comme il se doit, sans que ça compromette cet équilibre financier, puisque je le disais tout à l'heure, tout nouveau service, il faut que derrière il y ait une contrepartie, donc il ne s'agit pas de doubler ou de tripler la redevance ordures ménagères pour trier un déchet, mais dès lors qu'il y a des filières qui existent, c'est le cas par exemple avec les filières réglementées, les piles, les batteries, les huiles, les pneus, qui sont déjà valorisés, les déchets métalliques, l'aluminium, tout ça c'est des filières qui existent et qui seront en place dès l'ouverture des déchetteries. Ensuite on restera attentif à l'évolution des filières. Dès qu'il y aura des nouvelles filières qui se créeront, on a prévu les sites pour qu'ils aient un espace suffisant pour pouvoir mettre ces nouvelles filières, sans qu'on soit trop serré. Alors très concrètement et rapidement, les centres de tri, c'est pour quand ? Les centres de tri, donc si tout se passe bien, la fin de l'instruction incompressible devrait se terminer dans les semaines à venir. Derrière, consultation des entreprises, travaux, et on prévoit de les ouvrir mi-2024. Arnaud Banfi, directeur du Sivom VKP, merci pour cet éclairage et d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Merci. Culture et patrimoine à présent, moins de 500 personnes parlent désormais la langue améa entre Kwawa et Moindou. Une opération de sauvetage a été initiée cette semaine à la tribu de Konoé-Shawe. L'Académie des langues kanak organisait des ateliers avec les coutumiers de Kawipa, la mairie, et quelques locuteurs. Anissa Toussi s'est rendue sur place. Des ateliers sur l'habitat et les loisirs d'aujourd'hui et d'autrefois pour débuter cette seconde journée de réflexion sur le Khamea. Une dizaine de locuteurs de cette langue sont rassemblés toute cette semaine ici à la tribu de Konoé-Shawe à Kwawa pour mener ce travail de réflexion. Un exercice délicat, même pour des locuteurs comme René. C'est très difficile pour trouver les mots Khamea, les mots que les vieux utilisaient avant. Maintenant, on mélange un peu le français, le adieu, le hadieu, tout ça. Alors là, on a essayé de travailler là-dessus pour pouvoir bien sortir les mots qu'il faut. La langue Khamea compte actuellement un peu plus de 400 locuteurs, ce qui est peu comparé à son aire linguistique qui s'étend de Kwawa jusqu'à la tribu de Katrikouin du côté de Moindou. Elle est située entre deux grandes langues, le hadieu au nord et le khananchi au sud. Celle-ci gagne du terrain au détriment du Khamea. C'est suite à ce constat que les coutumiers de Kawipa ont décidé l'an dernier de signer une convention avec l'Académie des langues kanak pour sauvegarder et valoriser leur langue. L'objectif pour nous, c'est déjà de sortir quelque chose, de sortir un écrit, peut-être un écrit, et que ensuite travailler sur un projet pour que notre langue Khamea, peut-être pour les autres aussi, les autres langues, que ce soit enseigné dès la primaire, enseigné à l'école. Que ce soit qu'on puisse faire peut-être une heure par semaine. Moi, c'est Pour Christelle Pémonan, la nouvelle chargée d'études de l'art khananchu à l'Académie des langues kanak, cette semaine de réflexion sur le Khamea est très importante pour échanger avec les locuteurs. Je voulais que les choses y viennent d'eux, qu'ils partagent d'eux-mêmes d'abord. Puis voir déjà aussi qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse, bagage, puis après faire intervenir d'autres personnes. Mon objectif en tant que chargée d'études aussi, c'est de collecter le maximum de données du Khamea pour ensuite créer des supports. Pour valoriser cette langue, c'est de la diffuser, version papier et puis numérique. Prochaine étape des travaux, la transmission du Khamea. Dans quelques temps, les locuteurs qui le souhaitent seront formés à la pédagogie pour enseigner au mieux leur langue.
Et du football à présent, les hommes d'Antoine Comboiré se qualifient pour la finale de la Coupe de France 2023. C'est grâce à ce super but de Ludovic Blas que Nantes ira le 29 avril prochain au Stade de France défendre son titre. La formation du Cagou a réussi l'exploit de décrocher un deuxième ticket consécutif pour la finale de la Coupe de France. Score final 1-0 face à l'Olympique lyonnais ce matin pour nous. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Nantais, Antoine Comboiré. Cette qualification, elle souffre d'aucune discussion. On a été énorme, monstrueux. J'ai vu des champions, j'ai vu des enragés sur le terrain, harceler, monter sur l'adversaire, agresser l'adversaire, et puis après se projeter. Donc c'est une grosse récompense de leur performance aujourd'hui. Donc je leur ai dit un immense bravo, mais surtout un immense remerciement, parce que c'est eux qui font le taf. Ils ont été énormes. Et puis après, bien sûr, avec ce public qui te pousse, qui te donne de l'énergie, qui te donne de la force, tu peux pas louper ce match, quoi. Donc voilà, je sais pourquoi je fais ce putain de métier, excusez-moi, mais c'est ça, parce que tu souffres beaucoup. Des fois, donc, tu es viré, souvent d'ailleurs, j'ai vécu ça. Et tu reviens toujours, tu dis, mais pourquoi tu reviens? Ben voilà, c'est pour vivre ça. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à d'autres entraîneurs, de vivre ce que je suis en train de vivre là. Ce sont des moments rares, quoi, uniques même. Ouais, je suis gâté par la vie, quoi. Donc voilà, maintenant il faut aller au bout. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Il n'y a pas de mots. On y croit, Antoine Comboiré. Les Canaries affronteront le vainqueur du match entre Annecy et Toulouse. Demi-finale qui aura lieu demain matin pour nous. Football, toujours avec le mondial de Montaigu des moins de 16 ans. Prenons des nouvelles. Nos Cagous jouent ce soir leur dernier match de la poule face à la République de Centrafrique. Rendez-vous en direct sur Calédonia à 3h du matin pour nous. Voici qui met un terme à notre édition à 19h55. Retrouvez 2 épisodes de votre série Je te promets. Puis à 21h45, votre magazine 90 minutes enquête, drogue, alcool et cigarettes. Tout un programme. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur notre antenne et je vous dis à demain.